Bien, bonjour à tous. Il est exactement 12h30. Nous sommes avec vous jusqu'à 14h. Nous allons recevoir des gens importants pour la Guadeloupe, il faut le dire, puisqu'on va recevoir M. Rosan Deméa. Bonjour. Il est accompagné de M. Jocelyn Jalton. Bonjour. Bonjour. Et pourquoi? Parce qu'on va parler d'une nouvelle vision pour la souveraineté alimentaire du Nil. On parle beaucoup de souveraineté alimentaire depuis longtemps, depuis quelques temps même, l'UPG, etc., etc. Tous ces organismes, on en parlait. Mais cette souveraineté alimentaire, elle traîne. Alors on va voir avec ces deux personnes ce que ça peut présager de positif pour notre pays, puisque nous en avons bien besoin. On va recevoir plus tard Frédur, il est plasticien. On parle de culture avec Sandrine Alexis, la chronique Focus Art, et Martine Fazer, la culture selon Martine, c'est le bilan, le sommaire pour cet après-midi, pour ce midi, avec nos invités. On va parler aussi élections, puisqu'il y a un micro-trottoir fait sur ces élections, comment les gens pensent voter ou ne pas voter, etc. Puisque vous savez qu'il y a cet après-midi, tout de suite après les ZCL, vers 21h en France, le fameux débat, The débat, comme on dit, atelier mémoire avec les seniors de Petit-Beau, Charlie Dagonia était sur place, et puis une opération de collecte des canettes avec le programme, chaque canette compte, et puis une interview de David Hall, puisque vous savez que la grève de la Poste dans le Nord Grand-Terre est enfin terminée après plus de 3 mois de grève. Il y a eu, on peut dire, un aménagement et une discussion positive hier. Et donc, la grève, semble-t-il, est terminée. Voilà. Merci d'être avec nous. Vous êtes en direct du Canal 10 de RHT Radio de Tension, si vous êtes en voiture ou chez vous, et aussi de C10 FM, la radio, qui sont nos partenaires. Et puis, salut nos amis là-bas en France qui nous regardent à cette heure-là, puisqu'on a beaucoup de téléspectateurs guadeloupéens, martiniquais, qui nous regardent en direct tous les jours. Et on les salue, on remercie qu'ils soient avec nous. Alors, nouvelle vision pour la souveraineté alimentaire du Nil. D'abord, 2 mots sur Saint-Jalton. Pourquoi vous avez fait le commentaire, enfin, même pas la préface de ce bouquin, c'est parce qu'en fait, vous êtes aussi concerné. Ah ben oui, je suis un ancien élève Voilà. de l'école d'ingénieur en agrodéveloppement. Oui. J'ai travaillé 20 ans à la Chambre d'agriculture comme chef de projet réforme foncière, à la SAFER avant. Et avec Rosan, nous étions membres d'une association qui s'appelait l'AITAG à l'époque. L'AITAG, ça veut dire quoi? L'Association des ingénieurs et techniciens agricoles guadeloupéens. Oui. Et cette association, avec pas mal de cadres de l'agriculture en Guadeloupe, on essayait un peu de faire en sorte que des administrations se décloisonnent. Oui. Vous savez, l'INRA avait son programme, la Chambre d'agriculture avec son programme, il y avait les SICA, il y avait les CIRAD, les organismes de recherche, etc. Et nous étions réunis en tant que cadres guadeloupéens pour voir comment on faisait pour décloisonner un peu les programmes d'action ou de recherche de tous ces organismes. Et donc, lorsqu'il m'a proposé... C'était il y a combien d'années à peu près? L'AITAC, c'était dans les années 80, 70, 80 à peu près. Oui. Il y avait des ingénieurs comme Touvin, Degras, Pulchéry, Mathurin, Archimède, oui, Toribio. Enfin, il y avait des gens de la Chambre d'agriculture. Enfin, des gens dont certains sont encore en fonction d'ailleurs. Et c'était un bouillonnement d'idées et de propositions. On a eu l'occasion de faire plusieurs rapports là-dessus. Mais à l'époque, on n'était pas trop écoutés, parce que vous savez comment ça se passe. Et donc, lorsque Rosan m'a proposé de préfacer son livre, après l'avoir lu, j'ai été tout de suite emballé parce que c'est un livre dont on va en parler qui est très pragmatique oui, et qui pose des vraies questions et apporte des réponses. Des réponses, tout à fait. Alors, cet ouvrage, Nouvelle vision de la souveraineté pour la souveraineté alimentaire du Nil, monsieur Deméa, merci d'être avec nous. Je pose la question tout bêtement. La Guadeloupe peut se suffire à elle-même du point de vue alimentaire? Normalement, suite à l'étude qui a été faite, oui, les 28 000 hectares suffisent largement à satisfaire aux besoins alimentaires de la population, très largement. Alors, qu'est-ce qui bloque? Alors là, je pense qu'il y a deux productions, deux productions qui sont privilégiées. Canne à sucre, banane qui occupe 50%, plus de 50% de la sol agricole de la Guadeloupe. Oui. Alors que les autres productions vivrières, qui sont très importantes pour la petite paysannerie, sont pratiquement délaissées. Donc c'est dommage. Oui. Ouais. Mais il y a eu quand même, enfin, M. Jalton parlait des années 80, le décloisonnement que vous avez tenté, qui n'a peut-être pas réussi, mais il y a eu quand même quelques avancées quand même dans ce domaine de la diversification. À mon sens, non.
Enfin, en lisant votre livre, effectivement, on se rend compte que... Non, on dépend de plus en plus des importations. Oui. La production diminue, on a vu, de 24% en 10 ans, des pertes de terres agricoles, 800 hectares, 1 000 hectares de terres de perdus, etc. Qui disparaissent chaque année aussi, Oui. en déperdition. Mais alors, la question centrale, c'est le manque de connaissance de la réalité du terrain, ou bien c'est... parce qu'on me dit que, je crois que dans votre livre aussi, j'ai lu ça, que les agriculteurs sont de plus en plus anciens, de plus en plus âgés, Ça, oui, il n'y a pas un renouvellement. Voilà. Et puis il y a un lycée Ça agricole. Oui, voilà. Il y a le lycée agricole. Depuis des années, on forme des futurs agriculteurs, Oui. des techniciens. Mais qu'est-ce qu'ils Mais deviennent? je ne sais pas. Alors là, bon, très peu. Est-ce que les terres sont mises à... Bon, Jocelyn va en parler peut-être plus longuement que moi. La politique de réforme foncière qui est mise en place, où c'en est, hein? Bon, on a installé quelques agriculteurs, mais les nouveaux agriculteurs, est-ce qu'ils peuvent être installés? Oui. Donc, je crois qu'il y a un problème non, en même temps, il y a un problème de terre qui se pose, de foncier qui se pose. Oui. Donc, on n'arrive pas vraiment à mettre à la disposition des agriculteurs, des futurs agriculteurs, le capital foncier nécessaire. Et c'est vrai parce que le Conseil général a quand même de la terre, des terrains, du foncier. Et ce foncier, j'ai l'impression, il est là. Moi, je crois que le facteur limitant n'est pas le foncier. Il y a une réforme foncière en 60, Oui, bien sûr. en pleine propriété, ça s'est passé plus ou moins bien. Il y a une deuxième réforme foncière en 80, après la loi d'orientation de 80. Et donc, on a mis les terres en fermage, Oui. avec des structures foncières qui s'appelaient les groupements fonciers agricoles. Donc, ça permettait de faciliter, pour sortir du colonnage, mais en fermage, de telle sorte que ça facilite la transmission. Oui. Et donc, au niveau de ces terrains, au niveau de la réforme foncière, bon, il y a à peu près près de 6 000 hectares qui ont été alloués à des paysans, avec près de 850 à peu près installations qui ont été réalisées entre 80 et 2000, dont une bonne majorité de jeunes. Les terres sont là. Oui. Et donc, je pense qu'avec les terres dont nous disposons, et Rosan l'a montré dans son livre, Oui, il y a un potentiel, une capacité de production qui peut permettre d'arriver à un degré d'autonomie alimentaire. On parle de degré d'autonomie alimentaire assez intéressant. Oui. À mon avis, il y a plusieurs choses qu'il faut améliorer, en particulier. Ce sont des freins ou bien c'est... Alors, il y a un problème de structuration des filières et d'organisation. Le problème, c'est qu'il faut qu'on apprenne de plus en plus à faire ensemble. L'agriculture se conçoit dans des structures de commercialisation qui sont mutualisées. Oui. La production est individuelle, mais la commercialisation doit être mutualisée. Donc il y a de gros efforts à faire encore. Les deux filières qui marchent et qui sont organisées, c'est la canne et la banane. Elles sont en filière, elles sont mutualisées. Oui. Il y a des essais, des tentatives d'organisation depuis lors. Il y a SICAPAC, tout ça. Il y a eu en son temps d'autres SICA, des structures qui se sont créées. Mais il y a les vieux démons de la Guadeloupe, l'individualisme qui prime. Voilà, l'habitat bon. Ouais. Nous, on se débrouille pour vendre sur le marché. Et là, il n'est pas bon. Oui. Donc, la coopérative la lit. Donc, voilà. Alors, il y a ces questions-là, ça, d'organisation de filières. Et, à mon avis, il faut qu'on arrive à structurer les filières. Alors, quand vous dites c'est la Chambre d'agriculture, les agriculteurs, les organismes agricoles, les syndicats, les coopératives, qu'est-ce qu'il faudrait, où doit se situer la prise de conscience pour une mutualisation et pour un certain avancement? Je pense que l'initiative doit venir de la base. Des agriculteurs? Généralement, voilà. Généralement, les choses qu'on impose de haut en bas, ça ne marche pas. Ouais. Il faut que l'initiative vienne de la base, c'est-à-dire qu'ils ressentent, on le dit depuis 30 ans, 40 ans, mais il faut qu'ils ressentent vraiment un besoin réel de s'organiser et de se mettre. Les filières comme le melon qui se sont organisées, ça marche. Je le disais, la banane, il y a d'autres filières qui s'organisent et qui marchent. À l'époque, il y avait une filière aussi sur les ananas, etc. Ça marchait. Qui fonctionne un petit peu toujours avec SICAPAC. Avec SICAPAC, voilà. Et donc, il faut
que la base prenne les choses en main pour s'organiser mais comment dans leur intérêt. L'individualisme, alors, c'est ça la question fondamentale. Par définition, les agriculteurs sont individualistes. Vous savez, les colcos n'ont jamais marché. Oui, mais dans une économie libérale, où il y a les échanges, il faut une organisation parce qu'il faut faire du volume. Il faut faire de la régularité et il faut faire de la qualité. On ne peut pas le faire seul. Voilà. Et comme vous avez fait votre enquête, alors je m'arrête au chapitre 7, proposition de système de production agricole par région. Et ça, c'est important puisque vous déclinez pratiquement chaque région, Nord, Grande Terre, Morne-à-l'eau, Sud de la Grande Terre, etc. Vous expliquez quels sont les types de production qu'on pourrait mettre, pour promouvoir dans chacune de ces régions. Mais alors, la question principale aujourd'hui, parce qu'on a vu que la balance commerciale déficitaire de la Guadeloupe, elle n'est même pas déficitaire, c'est même pas le mot. Déficitaire, c'est même pas le mot, elle n'existe pratiquement pas, parce que tout importe. Monsieur Jalton dit, d'un côté, il faudrait que ça parte de la base, mais quand on fait un ouvrage comme ça s'adresse à qui d'abord? Aux agriculteurs ou bien, entre guillemets, aux décideurs? Moi, je pense que ça s'adresse aux décideurs. Il faut mettre en place une politique agricole. Oui. Donc, la souveraineté alimentaire suppose qu'on définisse une politique agricole-alimentaire pour le territoire. Oui. Donc, la raison pour laquelle j'ai proposé une approche par territoire. Oui. Tenant compte des systémique, ce que vous avez fait. C'est systémique, voilà. Oui. Donc, on sait qu'on connaît les potentialités agronomiques et pédoclimatiques des différentes régions, des différentes zones, plus globalement, on le sait. Et je pense qu'il faut... ces territoires pourront couvrir tous les besoins alimentaires de la population en termes de spécificité régionale. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait une approche par territoire, et disant comment mettre en valeur les productions, les potentialités en termes soit agronomique, soit climatique, soit dans les sols, de ces territoires pour faire émerger des productions nouvelles. Alors des productions nouvelles ou des productions qui... Alors, je prends un exemple que vous connaissez, c'est l'exemple des grands fonds. Pendant longtemps, tout le monde le sait, les grands fonds, c'est un réservoir agricole de la Guadeloupe. Pourquoi aujourd'hui, aux grands fonds, il n'y a pratiquement plus rien, il n'y a que des arbres à pain? Non, c'est ça, c'est parce qu'il n'y avait pas de politique agricole. Il n'y a pas de politique agricole. Voilà, il n'y a pas de politique agricole, il n'y a pas d'orientation ferme, claire. Oui. Et je pense qu'il faut mettre en avant, comme les années 80, 90, on mettait en avant l'agriculture. Oui. On disait qu'il fallait produire. Oui. Voilà. Donc, il fallait produire, on mettait en avant la production locale, on faisait la promotion, le marketing autour de la production locale. Oui. Mais là, depuis quelques années, ce n'est pas cette politique-là qui est mise en place. Ouais. Alors, il y a deux... Sur ce sujet, c'est très important ce qu'il dit. Oui. Mais il faut savoir que la demande précède l'offre. Oui. Alors, à l'époque, dans les grands fonds, tout le monde mangeait des ignames, des patates. Mais oui, c'est ça. Mais maintenant... Les gens achètent du riz, c'est ça. Gens, etc. Et on ne produit pas de riz, on ne produit pas encore de riz. Il y a des tentatives, mais ça n'a pas fonctionné. Et donc, il est très important qu'il y ait une prise de conscience au niveau. De même que c'est les exploitants de base qui doivent s'organiser pour mettre en place des filières et les consolider, puisqu'il faut que tout passe par des filières. On ne peut pas être en individuel de nos jours. De même... si on veut développer réellement la production de qualité et surtout en quantité, il faut que le consommateur maintenant fasse le choix de consommer local. Alors, ça a des avantages de consommer local parce que c'est frais, il y a des problèmes de sécurité alimentaire, il y a des questions de santé publique aussi. Parce qu'on sait pas, et de travail aussi. Et de travail, voilà. Et donc, c'est un choix qui doit être fait par le consommateur pour pouvoir privilégier la production locale. Alors, on va revenir vers vous, puisque vous êtes à une communauté d'agglo qui essaie de développer AgroPark depuis quelques années. On en parle un petit peu dans le livre. Et de l'autre côté, il y a la cantine qui est, comment ça s'appelle l'usine centrale. L'usine centrale. Alors, est-ce que ces deux activités, quand elles prendront vraiment naissance, puisque l'AgroPark, je sais que ça avance quand même, il y a des choses qui se font, est-ce que ce sont des signaux qui peuvent donner une indication? Est-ce que c'est suffisant? Oui. Ce sont des éléments intéressants dans la définition et la mise en œuvre d'une politique agricole et de développement agricole plus cohérente, puisque vous savez, la richesse, la valeur ajoutée que peut incorporer un produit agricole, c'est ça qui fait sa richesse. Vendre des produits bruts,
ça ne rapporte pas beaucoup. Mais des produits qui sont valorisés après une transformation, un traitement quelconque. Voilà, l'agro-transformation, ça rapporte beaucoup plus. Et donc, ce n'est pas absolument la panacée, mais ce sont des éléments qui vont contribuer à faire en sorte d'obliger un peu les agriculteurs à s'organiser en filière, parce qu'il ne va pas amener 1 ou 2 kilos de patates ou d'igname ou de frites à pain à l'agro-parc pour la transformation. Et il faut que ce soit des volumes intéressants pour permettre d'alimenter les chaînes d'agro-transformation qui seront mises en place. Parce qu'on remarque par exemple au marché que des marchands achètent des oranges dans les supermarchés pour revendre ça sur le marché, ou des oranges ou des mandarines ou des choses comme ça. C'est incroyable ça. Oui, c'est vrai. C'est ça, parce qu'on n'a pas une idée claire de ce qui est produit localement en voyant ça. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de reventes. On achète dans les supermarchés, comme vous dites, pour revendre sur le marché. Donc, on n'a pas. Donc, justement, quel est quel est le niveau même de la production locale? On n'en sait pas. Hein. On n'a pas souvent d'éléments. Hein, il n'y a pas un observatoire. Enfin, j'ai vu quelquefois des chiffres de la Chambre d'agriculture, mais enfin, bon, c'est pas régulier. Oui, c'est ça. Il faut développer la traçabilité des produits. Aussi. Si on développait la traçabilité, même sur le marché, les gens qui achètent pour revendre, bon, saurait. Bon, il faut leur permettre de faire quand même. Ce sont des marchandes. Moi, j'ai des parents qui ont été marchandes. Ça a fait vivre des familles. Hein. Mais il faut faire ça dans certaines conditions de traçabilité qui permettent aux consommateurs de savoir, j'achète une orange là, c'est une orange de Saint-Domingue, ou bien c'est une igname de Costa Rica, et c'est pas une igname de Grand-Fond Sainte-Anne ou bien de Grand-Fond Moule. Voilà. Il faut que la traçabilité soit absolument complète, en particulier avec l'affichage et tout. Alors, est-ce que les SICA sont conscientes de ce processus d'aujourd'hui? Est-ce que, je ne sais pas si vous les avez rencontrés, mais... Non, je ne sais pas rencontré. Enfin, je les ai côtoyés comme ça, mais pas dans le cadre de cette étude. Oui. Mais je pense que on est dans la spécialisation. Hein? On est dans la spécialisation Cannes. Bon, ce structure, ce sont ces filières-là, ce sont les filières d'exportation des deux premières filières d'exportation. Qui sont organisées, qui raflent tout. Qui s'organisent. Et au niveau, il n'y a pas vraiment d'organisation, comme tu disais, en termes de filières, des autres productions. Il faudrait que ce soit accompagné sur le plan financier, qu'il y ait une politique claire. Bien sûr. Filière par filière, parce que je propose à des filières pour les cultures vivrières, mais il faut que les moyens, comme pour la canne, soient mis en œuvre. Des groupements de producteurs, c'est ce que vous... Oui, voilà, c'est ça. En fait, on ne peut pas dire que les filières n'existent pas, mais elles ne sont pas suffisamment développées et puissantes. Non, mais il faut une puissance, une force de frappe pour pouvoir agir sur le marché. Si vous avez 100 tonnes... c'est pas la même chose que vous avez 500 tonnes à aller discuter avec les supermarchés, etc., avec les marges arrière parfois qui sont assez importantes, etc. Et donc, il faut être assez puissant pour pouvoir peser un peu sur les circuits de commercialisation et pour pouvoir offrir aux consommateurs un large éventail, une large palette de produits à des prix compétitifs, à des prix qui sont intéressants. Alors, vous n'en parlez pas, mais une organisation qui existait, l'UPG, qui essaie d'aller dans le même sens, de l'autonomie, est-ce que c'est pas suffisant finalement? Non, je pense qu'il faut qu'il y ait de la cohérence dans les politiques. Hein. Il faut que, moi je dis, au niveau des territoires, il faut définir des systèmes de production, comme je le dis, et qu'on mette en place tous les moyens, que tout le monde, tous les acteurs, y participent, pour mettre en place des moyens financiers, humains, etc., pour, dans le sens de ces filières, dans le sens de produire suffisamment de produits, de denrées, pour satisfaire les besoins alimentaires de la population. Hein. Je pense qu'il faut que tout le monde aille dans ce sens-là. Hein. Les syndicats, les politiques, les institutionnels, tout le monde se mettre ensemble, parce que sinon on n'y arrivera pas. Alors, ça veut dire, enfin, je dis ça quand même, je pose la question, ça veut dire qu'il faudra un jour des États généraux de l'agriculture de la Guadeloupe pour une nouvelle prise de conscience? Est-ce que c'est pensable? En fait, Danick, tout a été dit, tout a été écrit. Maintenant, c'est agir. Il faut agir maintenant. À pas parler encore, c'est fait.
tout a été dit, tout a été écrit sur l'agriculture en Guadeloupe. Maintenant, c'est agir, c'est-à-dire un volontarisme professionnel, politique, tout ce qu'on veut, pour dire, on se définit des objectifs clairs, on chasse l'infantilisme qui voudrait que chacun fasse faire ce qu'il veut, etc. Ou avec timimisation, qu'on se dit, ouais, mais on ne peut pas faire ça parce que on y tel et tel bitin qui a traîné des dos en moins. Et donc, un volontarisme clair avec une volonté, bien sûr, de faire ensemble et d'avoir des objectifs et des buts communs. Voilà. Mais oui, mais ça, c'est politique au départ. Monsieur Demir le dit, il faut que les politiques se mettent au travail, j'ai envie de dire, sur cette question-là. Oui, voilà, parce que je sais parler des États généraux. Oui, enfin, oui. C'est une idée comme ça. Oui, d'accord. Mais je pense qu'il faut que, comme pour la politique agricole commune, nous connaissons toutes les politiques agricoles, on dit qu'on fait ça, on définit les moyens pour mettre en place telle spéculation, telle filière, etc. On met les moyens. Et je crois que tout le monde aille dans le même sens, sinon on n'y arrivera pas. Parce qu'il y a un autre souci, c'est que, on le sait, Jocelyn le sait aussi, c'est que en matière l'importation permet à la région de tirer profit de ça, plus on importe des ananas ou de Côte d'Ivoire ou de Costa Rica des ignames, il y a à chaque fois un petit pécule qui tombe à la région, c'est ça aussi le problème. Oui, voilà. Donc, maintenant, les choses ont changé parce que on a vu, il y a des risques majeurs. Oui, bien sûr. S'il y a cyclone, tremblement de terre comme ça, les avions et les bateaux peuvent arriver. S'il y a guerre, il y a des pénuries. Oui, c'est le cas en ce moment. Hein. S'il y a Covid, épidémie, tout est fermé. Donc maintenant, il faut avoir un autre regard, une autre approche, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera. On revient toujours à la question, il faut que les politiques se mouillent un petit peu leur t-shirt, j'ai l'impression. Non, c'est sûr. Sinon, on n'y arrivera pas. Parce qu'on avait le chaque élection, je vois comme les régionaux, ils vont à la campagne, ils vont faire des photos, etc., dans les champs, et puis après, on ne peut avoir rien. Je pense que tout le monde doit se mettre autour de la table. Oui. Les syndicats, la chaîne d'agriculture, les institutionnels, les techniciens, tout le monde. Et on dit voilà ce qu'il faut pour le pays. Voilà quel objectif qu'on se fixe. Parce que M. Jalton disait tout à l'heure, vous avez essayé de décloisonner les structures, ça n'a pas réussi finalement. Au niveau de le libéral, le CFC. Si, on travaillait ensemble, mais on faisait des propositions et des choses très intéressantes. D'ailleurs, c'est à cette époque-là que notre ami Feu Pulchéry avait inventé la pomme patate. Ça a été abandonné. Pourquoi? C'était quelque chose d'accès extraordinaire. Innovation guadeloupéenne, avec une productivité assez intéressante et qui combinait les avantages de la pomme de terre et de la patate. C'était abandonné. D'autant plus, je relisais encore ce matin ce que vous dites sur Marie-Galante. Marie-Galante, qui n'est pas chlordéconée jusqu'à preuve du contraire, déjà qui pourrait être un vivier pour la Guadeloupe. Oui, bien sûr. Notamment pour le Pradangol. Oui, mais oui, on achète du Pradangol de Saint-Domingue. Oui, alors que nous n'y prenons pas la Marie-Galante. Alors, les méfaits du cloisonnement. Je vais te donner un exemple des méfaits du cloisonnement. À une époque, on voulait faire c'est tout l'État, on voulait faire un grand programme d'élevage en Guadeloupe. Parce qu'on disait autosuffisance en protéines animales, etc. Alors, on a fait un gros programme sur les espèces fourragères, etc. Moi-même, j'avais fait un rapport sur ça à l'époque avec Henri Touvin. Et puis, on a importé l'herbe de Guinée, d'Afrique. Eh bien, est-ce que tu sais que... Donc, les gens pensaient élevage. Est-ce que tu sais que l'herbe de Guinée, maintenant, est responsable d'une perte de 15 à 20% de la production cannière et d'une augmentation de 15 à 20% des pesticides? Parce que... Les on va dire Zeb Guinée Canard ou Adombab. Donc, ça n'a pas été pensé de manière coordonnée. On a pensé élevage, mais on n'a pas pensé canne. Voilà. Alors, il faut se méfier parfois des fausses bonnes idées comme ça. Il faut penser global. Et par exemple, il faut intégrer l'élevage, comme dit Rosan, à la production. Pour diminuer les pesticides, il faut faire du compost, du fumier, etc. Donc,
que tout ça se passe dans le cadre de plans d'action d'ensemble qui permettent... mais il faut agir maintenant. Oui, il faut agir. On n'a plus le temps de discuter, de faire des colloques. Non, il faut agir maintenant puisqu'on sait ce qu'il y a à faire, ce qu'il faut faire. Tout le monde sait. Il y a des jeunes qui sont formés au lycée agricole, il y a les maisons familiales. Donc on a le potentiel humain, on a le potentiel technique, on a le plus grand centre de recherche en agronomie en Guadeloupe avec l'INRA, CIRAD, etc. Et qui fait souvent des colloques, des rassemblements, etc. On a des techniques de production qui permettent d'avoir des bons taux de productivité. Donc maintenant, il faut agir. Alors, j'ai remarqué quand même depuis quelques années, je crois que si vous en parlez, c'est passé là ou pas, que le bio quand même se développe en Guadeloupe. Est-ce que c'était quelque chose, une culture, une culture qui est rentable? Parce que quand c'est bio, c'est un peu plus cher, bien évidemment. Oui, voilà, c'est ça. Le bio, par rapport à l'agriculture conventionnelle, c'est plus rentable, c'est sûr. Oui. Mais en termes, je pense qu'en termes de qualité, on est gagnant à la longue. Hein. Oui. Donc, pour l'agriculteur, faire du bio, effectivement, les quantités sont moindres. Oui. Mais en termes, au niveau de la vente, au niveau de la marge, il pourrait gagner. Au niveau rentabilité, il pourrait gagner à ce niveau-là. Oui. Ouais. Mais bon... Est-ce que si on est prêt à acheter du bio, vu le coût? Il y a de plus en plus de gens qui disent je veux du bio, etc. Et puis, au dernier chapitre, je veux voir quand même rapidement avec vous, les aides européennes sont suffisantes en Guadeloupe pour l'agriculture ou bien faut-il nécessaire? Je pose la question. Je peux dire deux mots, je sais pas compléter. Oui. On a bien vu que les aides, c'est surtout la canal, plus surface, c'est la politique agricole commune, plus surface importante, plus les aides les aides vont plutôt pour les agriculteurs vers les fermes qui ont une superficie plus importante. Tout à fait. Donc, et ça concerne les gros producteurs bananiers, surtout. Et canniers. Qui rassemblent pratiquement toutes les aides, on le sait bien. 80% des aides. Ouais. Donc, est-ce que c'est suffisant? C'est ça, c'est trop brillanté. Il faudrait quand même une politique pour les petites exploitations agricoles de moins de 5 hectares. Oui. Hein, quels sont les moyens qu'on met en œuvre pour ces petites exploitations? Il faudrait revoir les choses. Ouais. C'est-à-dire, les aides devraient être articulées avec le plan de développement qu'on se fixe. Donc, si on se dit, il faut diversifier, il faut tendre vers un degré d'autonomie alimentaire, alors peut-être qu'il faudrait réorienter les aides. Mais sans pour autant liquider ni la canne ni la banane, parce qu'il y a des emplois à la clé. Hein. Bien sûr, qui existent. C'est important. L'autre dernière question, très rapidement, sur la question des sols quand même. On a suffisamment de sols qui peuvent porter notre agriculture. On a ce qu'il faut. Oui. En termes de surface. En termes de surface et en termes de qualité aussi. Oui. En termes de localité? De qualité même. De qualité de sol, oui. On a des sols de... Oui, il y a des sols qui sont adaptés. On a la Guadeloupe. Oui, voilà. On voit par exemple le melon. Oui. On voit bien sur ce sont des sols calcaires, géocalcaires qui sont plus adaptés. À propos, il y a les zones ensoleillées. Oui. Hein, parce qu'on a vu comme la banane s'est déplacée, là, quitte un petit peu Saint-Claude, la région Bastillonne et remonte un petit peu. Non, mais c'est pas son terrain. C'est pas... Mais justement. Donc tout ça, c'est quoi? De l'improvisation? Oui, voilà, d'accord. Il faudrait que les zones... soit dédiées, c'est-à-dire les terres soient dédiées aux cultures spécifiques, aux productions spécifiques. Oui, voilà. Et c'est ce qu'on doit encourager, en fait. Ouais. Dernière question, tous les deux. Vous êtes optimiste ou pessimiste pour l'avenir au niveau de la souveraineté alimentaire? Moi, je suis optimiste de nature, donc je pense qu'on y arrivera. Oui. Peut-être pas demain après-demain, mais je pense qu'on y arrivera, parce qu'on n'a pas le choix de toute manière. Monsieur Demeyer? Moi, je pense qu'à un moment donné, il va falloir réagir parce que si ça continue comme ça, avec... pour l'instant, on n'a pas trop de problèmes. Oui. Mais si la chaîne alimentaire, la chaîne de production, la chaîne alimentaire seront, ce sera grave. Ouais. Donc je pense qu'il va falloir qu'on se penche dessus. Et est-ce qu'on est prêt à se pencher là-dessus maintenant? C'est pourquoi je dis que la question elle est quand même politique. Hein. Je suis désolé de revenir là-dessus, mais la question elle est très politique. C'est-à-dire si nos politiques ne font pas l'effort de s'y mettre, on va en parler. Et puis, en tout cas, on disait souvent autrefois, j'entendais ça, faut pas jardin en aussi bateau. Non, c'est sûr. Il faut penser maintenant pour dans 50 ans. Oui.
Oui, parce que ça passe sur la place tout de suite. Même avant. Oui, même avant. Et l'agriculture a des tendances lourdes. Hein. Oui. Si on décide quelque chose maintenant, Oui. c'est dans 5-10 ans que ça va On voit les résultats. Oui. Donc il faut anticiper. Il faut anticiper. Mais messieurs, merci d'être venus. J'aurais souhaité que nous fassions un tour médiatique, passer toute radio, toute ma télé, pour dire même bien là ça, pour mon Guadeloupe, ça, parce que comment expliquer qu'on soit obligé d'importer des tomates en Guadeloupe? C'est un scandale, ça. C'est un scandale, ça. Parce que, enfin, indépendamment des terres, hein, oui. Si on met 100 hectares de culture hydroponique, c'est-à-dire sous serre avec oui. des produits nutritifs en Guadeloupe, on a l'autosuffisance en tomates et en laitue et oui, on règle le problème. Oui. Oui. C'est pas compliqué. Ouais. Bon, donc des trucs simples comme ça on se demande. Quand on est formé à l'agrodéveloppement, on se demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se fait pas. Bon, merci. Les agriculteurs qui regardent nous, qui attendent ça, là, les jeunes surtout, mettez vos travail et puis lisez cet ouvrage, conseil, Nouvelle vision pour la souveraineté alimentaire de la Guadeloupe, du Nil de la Guadeloupe. Et c'est même valable pour la Martinique, c'est valable pour la Dominique a déjà pris le pas et on est en train d'importer en Dominique des citrons, etc. Enfin, le green qui a dévasté nos citronniers fait qu'on n'a même plus de citrons en Guadeloupe. Voilà. 13h02, on prend une première pause, on se retrouve tout à l'heure avec Freddy Uri, notre prochain invité. À tout de suite. Voilà, c'est reparti pour la deuxième partie du ZCL News. On va recevoir Fabrice Gott, qui est vice-président du Conseil scientifique pluridisciplinaire citoyen Caraïbes. Bonjour. Bonjour. Et tout de suite, ensuite aussi, Freddy Uri, qui est plasticien. Il va avoir une exposition. Quand un plasticien arrive, en général, parce qu'il y a quelque chose dans l'air. Avant, on va faire un petit tour dans l'actualité. Micro-trottoir sur les élections, puisque vous savez que le grand match, The Match, ce week-end, en France, un petit peu aussi en Guadeloupe, entre Le Pen et Macron. Et donc, Stanley, Maxime Morel sont allés dans les rues poser la question aux Guadeloupéens, savoir comment ils voyaient un petit peu ces élections. Micro-trottoir, c'est parti. À quelques jours du second tour des élections présidentielles, est-ce que vous pensez que les Outre-mer sont au cœur des préoccupations de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron? Au cœur? Sincèrement, non, je ne pense pas. Franchement, frérot, je pourrais pas te dire, je suis pas le bouc qui suit ça là. Oui, je trouve quand même. Mais non, pas au cœur. Cette situation-là, ça pas trop belle parce que nous avons des beaucoup méchants. J'ai pas trop d'avis à donner dessus, mais je trouve quand même que, enfin en tout cas dans mon entourage, on en parle pas mal, chacun compte sur ses positions. Je pense que la Guadeloupe va plus se pencher sur Marine Le Pen. Moi, je crois que Macron, là, oui, sortira. Moi, personnellement, avec les déplacements. Les Guadeloupéens, toujours Guadeloupéens, je pense qu'ils seront plus à voter pour Marine Le Pen. Parce que M. Macron, selon moi, s'est décrédibilisé totalement pendant sa mandature. C'est plus parce qu'ils ne veulent pas Emmanuel Macron. Voilà, je pense plus que c'est pour ça. Au passage. Je dis là, nous, pour nous, pas ça qu'il passer. Vous pensez que les Guadeloupéens sont prêts à passer le cap de l'extrême droite? Je pense qu'ils vont le faire, par déception. Pas pro-Le Pen, mais comme on disait tout à l'heure, par déception par rapport à la mandature de M. Macron. Malgré que Le Pen essaye de changer les choses, ben, Le Pen reste Le Pen. Hein. Mais moi, ça a gêné moi de voir c'est Le Pen qui passe. Il a beau aplanir les trucs, changer les noms, mais Le Pen reste Le Pen. Les valeurs, ils défendent au départ, ils ont cassé comme on fait ça quand il est là. Mais en bas, quoi. Je pense qu'ils sont prêts à mettre ça de côté pour pouvoir sanctionner le président précédent. C'est ce que je ressens et que je vois autour de moi, ce que j'entends parler, c'est plus pour ça. Je pense que tout ce que Mme Le Pen est en train de promettre, en fait, ça va pousser la population guadeloupéenne à voter pour elle. Je pense qu'ils disent ça, mais derrière le truc, ils vont voter Macron parce qu'ils ont encore peur. Hein. Et surtout, Le Pen, elle a dit qu'elle va mettre son père dans le truc. Pour voter, j'irai voter. Pour ne pas me sentir gênée quand je vais critiquer la politique qui va être en place. Il y a des gens qui vont voter pour Marine Le Pen, mais franchement, ça va être chaud, franchement. Comme j'entends souvent, les gens disent, bon, on sait ce que Macron a fait, on a vu ses faiblesses, donc ils vont voir ce que Marine propose, puisque
Comme on me l'a dit aussi, entre la peste et le choléra, ils ont testé la peste, ils vont voir ce que le choléra vaut. Entre la peste et le choléra, on ne sait pas qui laisse pour faire. Ou pas qu'à reconnaître voix dans bon candidat là. Non. Qu'au premier tour, les Guadeloupéens ont plébiscité Jean-Luc Mélenchon. Il a dit aucune voix pour Madame Le Pen. Vous pensez qu'ils vont suivre le... Non, ils ne vont pas suivre M. Mélenchon, ils vont suivre, je pense, leur instinct. On n'a pas voté pour... Il n'a pas voté pour Le Pen, il a voté contre Haïtien. On verra dimanche qu'est-ce que ça donnera. Oui, et sur cette question, il y a beaucoup de communiqués de presse qui sont sortis. On va s'arrêter sur celui du LKP, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, du droit à l'autodétermination et le principe issu du droit international. Et LKP dit ni article 72, 73, 14, ni DOM-TOM, ni DFA, ni RUP, ni PTOM, etc. Tout ça, c'est colonie Mofroisée. Nous toujours en bajouk à l'État colonial français, car continuer servir intérêt à mettre la contre peuple Guadeloupe. Puis simier ont tout loulou en savane qui ont biftec au cachot et il a fini, il a dit casse-côte vive l'indépendance. Donc sur cette question des élections, ben ni après-midi là on débat et beaucoup d'observateurs en France disent que en 2017 Marine Le Pen s'était plantée dans ce débat et que si elle gagne, elle remporte ce débat cet après-midi contre Macron, peut-être que. En tout cas, on attendra un dimanche soir et puis on sera plus avancé sur cette question. Juste une petite réaction, Monsieur Gott, sur cette question. Quelle réaction? Ben si réaction il y a. La peste, le choléra? Oui. Pour ma part, j'ai du mal à voter pour quelqu'un qui est le deuxième individu de l'histoire de l'Occident qui a retiré le pain de la bouche d'enfant par rapport avec une loi. Tout simplement. Le premier, c'était Hitler, en 1937. On se souvient. J'ai envie de poser la même question à un artiste. C'est vrai que c'est un choix un peu difficile, mais il est vrai que l'histoire parle pour elle-même, et l'histoire ne ment pas. Mais je pense que le côté rebelle des Guadeloupéens saura se faire ressentir au deuxième tour. Les élections. Et on attendra le week-end pour savoir. Alors, Fabrice Gott, merci d'être là. Vous êtes vice-président du Conseil scientifique pour les disciplines citoyennes. Qu'est-ce que c'est ce Conseil scientifique? À quoi il sert? Bien, il a déjà servi à sauver la vie de nombreux Guadeloupéens pendant les grosses crises précédentes de Covid-19, puisque on a apporté une alternative où a comme seul remède la piqûre. Je dis la piqûre parce que techniquement et administrativement, c'est pas un vaccin. C'est peut-être un candidat vaccin, mais ce n'est pas un vaccin, puisqu'on est toujours en AMM conditionnel, autorisation de mise sur le marché conditionnel. On est sur un schéma qui est plus un traitement plutôt qu'autre chose, un masquage totalement inadmissible des effets secondaires et des décès, puisque la loi dit, en France en tout cas, que les seuls effets secondaires qui sont comptabilisés sont ceux qui sont issus à 15 jours après la piqûre. Au-delà des 15 jours, ce n'est pas la piqûre. Sans compter qu'il faut pouvoir le démontrer que c'est bien la piqûre dans les 15 jours. Donc, seul événement médicaux, et pour ma part, j'ai perdu des amis et des parents, et dont le seul événement médical qui a lieu avant leur décès, c'était cette injection. Le Conseil scientifique pluridisciplinaire, il faut le dire, aux citoyens, Caraïbes, est intervenu à plusieurs reprises sur plusieurs médias, sur AIS, sur Radio Tambour. On a reçu ici Pamela aussi. C'est un rôle de conseiller que vous... On conseille la population. Oui. Il y a de nombreux scientifiques parmi nous, aussi bien de sciences exactes que de sciences sociales, de sciences médicales. Nous avons des citoyens aussi. Et bien, nous proposons des alternatives, nous conseillons les personnes. Et aujourd'hui, on a fait essentiellement
comment ça s'appelle ? On a fait essentiellement du Covid, mais on n'est pas amené qu'à faire du Covid. Vous pouvez parler des sargasses, par exemple? On peut parler des sargasses, on peut parler de la problématique d'énergie, puisque aujourd'hui, tout le monde a vu, l'énergie commence à augmenter de manière relativement sérieusement, les coûts en tout cas. On a des alternatives qui peuvent nous permettre de pouvoir de produire nous-mêmes notre énergie sans pour autant passer essentiellement par le solaire ou le solaire, puisque c'est les seules alternatives qu'on propose qui sont à prix d'or. Il y a des choses beaucoup plus simples. Au niveau des sargasses, on nous propose une alternative qui est celle qui a été utilisée sur les côtes bretonnes, mais pas avec le même rendement. Et surtout, nos plages ne font pas plusieurs kilomètres. Et elles ne font pas 300, 400 ou 500 mètres de profondeur. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une pelleteuse qui ramasse les sargasses, qui sont en train de pourrir, on perd du sable. Donc, ce que la nature fait en quelques années, nous, on le fait en quelques semaines. Alors que, naturellement, une sargasse, c'est quoi? C'est une algue avec des feuilles, des branches et des petites billes qui lui permettent de rester à la surface. Pourquoi ne pas s'en occuper en mer par rapport à des barrages? Ça s'est vu dans d'autres régions de la Caraïbe. Oui. Mais on peut faire des barrages proches des côtes, comme ils ont fait à Saint-Domingue, ou dans d'autres régions, mais on peut le faire aussi en pleine mer. Et s'en occuper, faire du broyage en pleine mer. Et en pleine mer, il y a une quantité heureusement qu'il y a une quantité assez conséquente de sargasses qui finissent par être détruites en pleine mer et qui coulent au fond de l'eau et qui chimiquement ne génèrent pas un déséquilibre, alors que proche des côtes, elles génèrent un déséquilibre. Elles génèrent aussi un déséquilibre, mais aussi dans l'air. Puisque dans l'air, on se retrouve avec un air qui est riche en dérivés sulfurés. Ces dérivés ont des capacités de corrosion bien plus importantes sur nos équipements, mais aussi sur nous. Oui. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il faut porter un masque en permanence en plus, sachant que sous notre environnement, c'est à des années-lumière d'être un élément de protection. En tout cas, dans le port continu, oui. Tout en sachant que l'INRS, Institut national de recherche et de sécurité, qui lui est en charge de la gestion des équipements de protection, dit bien qu'un équipement de protection respiratoire, dans son ED 146, ne peut être porté en continu qu'1 heure par jour, oui. Sous clim, à 19 degrés et à 50% d'hydrométrie. Oui, ce qui n'est pas le cas. Ce qui est à des années-lumière d'être le cas chez nous. Oui. Donc, et je veux bien qu'il y ait la peur, mais il faut se soigner, il faut renforcer son système immunitaire, mais pas le mettre en mauvaise posture. Puisque malheureusement, au niveau chimique, au niveau physique, le port du masque génère de sérieux soucis. Et je ne parle même pas au niveau biologique. Ouais. Donc, quand on a un pH de sang qui descend, donc qui se réduit à cause de la présence excessive de CO2 dans le sang, donc ce qu'on appelle l'acidose métabolique, on se retrouve dans une situation où le système immunitaire est beaucoup moins réactif. Et dans cette situation, il ne faut pas oublier qu'on est dans un environnement tropical. Il n'y a pas que le SARS-CoV-2 qui traîne. Il y a un certain nombre d'infections. Ce n'est pas la peine de leur laisser, on va dire, un boulevard pour nous bouleverser. Alors, quelle va être l'action du conseil scientifique pluridisciplinaire dans les jours à venir? Parce que vous êtes beaucoup impliqué dans la bataille contre le masque, contre la piqûre, contre le vaccin, mais aussi contre toutes les dérives que ça a emporté ici. Votre prochain combat, c'est lequel? On continue, ils ne sont pas terminés. Aujourd'hui, on a fait des sommations interpellatives qui ont permis de faire corriger, on va dire, certaines
certaines communications de l'ARS, puisque dire que c'était la piqûre était le seul moyen de se protéger et que c'était ça ou la mort, ce qui est complètement faux. On a pu le démontrer par rapport à un protocole qu'on a pu mettre en place. Protocole qui a tourné en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et dans l'Hexagone. Et dans l'Hexagone, on l'a su par hasard, puisque des gens nous demandaient où se procurer certains éléments de notre protocole. Oui. Donc, et quand on essaye de faire des stats, en fourchette extrêmement basse, on dépasse les 50 000 personnes. Quand même. Oui. Donc, sans effet secondaire, oui. Sans histoire de Covid long, et des personnes qui ont été guéries. Puisque, massivement, on utilise le système immunitaire inné, ce avec quoi on est né. Oui, alors ce protocole en 2 mots. Ce protocole en 2 mots, il prend en compte, il décrit les phases quand on est infecté Covid. Donc, on dit aux personnes que dès les premiers symptômes, on parle de symptômes, on ne parle pas de tests. Oui. Puisque là encore, au niveau des tests, il y a un souci. Le souci qui a été repris, qui a été décrédibilisé par la Cour d'appel de Lisbonne le 4 décembre 2020, qui, après des essais en aveugle auprès de divers laboratoires, on a remonté que les tests PCR avec les critères français présentaient une fiabilité inférieure à 5%. Oui. En tant qu'ingénieur et surtout en tant que scientifique. On voit des tests, on fait un test, il est positif, et 5 minutes après, on fait un autre test. Il est négatif. Il est négatif, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a un truc qui est simple, c'est qu'aujourd'hui, on a une politique qui est simple. La politique, elle est de produire des cas. Oui. C'est-à-dire, la mesure, on n'en a rien à faire. On a besoin, à un instant T, d'avoir une élévation de cas, donc on produit des cas. Pour justifier une politique. Justifier une politique sanitaire. Toutes les politiques, tout ce qui est mis en place. Oui. Le problème, c'est que quand les personnes ont des symptômes, puisqu'on a des personnes qui ont eu des symptômes et avec une sérologie positive, oui. Et des tests PCR, le bâton dans le nez, là, qui ont été sur 3-4 tests négatifs. Oui. Donc, à un moment, il faut arrêter de se moquer du monde. 2 cas comme ça. Il faut arrêter de se moquer du monde. Oui. C'est pour ça que nous, on parle aux personnes. Si vous avez des symptômes, vous commencez à avoir des symptômes de toux, de fatigue, maux de tête, etc. Maux de tête, courbature. Ouais. Déjà, pas prendre de Doliprane, pas de paracétamol, pardon. Puisque vous avez des personnes qui développent, et c'est impossible à déterminer à l'avance, des glaires obstructives sur les voies respiratoires hautes. Oui. Donc, si on rentre déjà en détresse respiratoire, c'est pas la peine d'en rajouter une couche et de se trouver dans une situation très rapide de réduction de capacité respiratoire très très réduite. Oui. Aujourd'hui, vous avez des symptômes. Déjà, vous essayez de vous isoler vous limitez vos contacts avec les personnes. Pour ne pas transmettre. Pour ne pas transmettre. Vous faites nos tisanes, ce qu'on préconise, c'est-à-dire 1,5 litre d'herbe à pic et d'atumo toute la journée, pendant plusieurs jours. De la vitamine C liposomale liquide, puisqu'on a vu des mystérieuses petites gélules apparaître qui étaient très, très sous-dosées. Et quand les personnes nous appelaient, ils disaient « Oui, j'ai pris le truc, mais ça marche pas. Ça marche pas. Oui. » Quand on parle de 5 à 10 grammes par jour en plusieurs prises de vitamine C liposomale à ingérer, on ne parle pas de 337 mg. Voilà. On n'est pas dans la même cour. La vitamine D3, pareil. Il faut prendre de la vitamine D3. Tous ces éléments permettent de pouvoir stimuler et de renforcer le système immunitaire, mais aussi de rétablir le fonctionnement de protection naturelle de chacune des cellules et de limiter la capacité du virus
de pouvoir rentrer dans la cellule et donc de développer sa charge virale. Enfin, avant de vous dire merci, ça signifie que le conseil scientifique va continuer à œuvrer, va continuer à travailler. Va continuer et on va proposer des solutions au niveau des sargasses auprès de certaines communes, celles qui, on va dire, on va dire la réalité de leur côte, de la protection de leur côte, et pas de l'obéissance. Capacité de Marie-Galante, par exemple. Toutes celles qui sont OK pour pouvoir faire ce qu'il faut. Prendre contact avec le comité, ou c'est le comité qui va prendre contact? Les deux. Les deux, puisque de toutes les manières, nous avons une priorité, c'est notre peuple, l'amour de notre peuple, l'amour de notre terre, et on n'est pas là pour obéir. Enfin, nous sommes les mauvais élèves de la classe, parce que nous sommes désobéissants et fiers de l'être. Bien, merci d'être venu nous dire tout cela. Il est 13h25. Dans un instant, on va recevoir le plasticien Freddy Uri et on va profiter justement, puisque tout à l'heure, nous avons l'info avec Sandrine Alexis, la chronique Focus Art. On sera en milieu artistique et puis Martine va conclure avec la chronique culture selon Martine. À tout de suite, on prend la deuxième pause, on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Qui est plasticien, vous avez une exposition en cours? Oui, l'exposition a commencé depuis le 4 avril. Elle se termine le 29 avril. Elle se déroule à la salle Roger Thomson aux Abîmes. Exactement. C'est le même bridge. On va voir vos œuvres dans un instant. Bonjour Sandrine. Bonjour Daniel. Tout va bien? Ça va très bien. On va voir le générique simplement, et celui de Martine aussi. Générique de Sandrine, qui est tout cuit. C'est parti. On est en pleine semaine culturelle, focus culturel. On va revenir sur Focus Art. Martine, bonjour. Bonjour Dani. Donc on va en parler en deux mots avant que je parle. On va passer une grande partie de notre chronique sur un agenda. Oui. Et puis si le temps nous est compté ou pas compté, tout dépend, eh bien il y aura une petite... Le temps c'est de l'argent, Martine. Yes, on savait ça, mais bon... Vous savez ça? Oui, mais l'agenda capette valait un peu. Donc, Bon, alors on revient vers Freddy Uri. Alors Freddy Uri, vous avez une exposition qui a commencé depuis le 4 à Thompson. Quelle est votre thématique, une manière de pension? On va voir vos œuvres d'ailleurs. D'accord. Alors, l'exposition, il faut savoir que c'est ma première exposition. Votre première exposition? Première exposition, oui. Vous êtes un nouveau peintre alors? Voilà, néo-peintre? Voilà, exactement. J'habite non loin de cette salle. Oui. Et j'ai sollicité la salle Roger Thomson qui m'a accueilli avec beaucoup de bienveillance. Oui. Et j'ai pu faire cette expo. Alors, l'exposition, c'est Nature librement. C'est le fruit d'une expérience personnelle. C'est le regard sur la nature Guadeloupe, celle qui nous entoure, et qui donne naissance à une liberté d'esprit, une liberté de regard, une façon de vivre totalement différente. Alors, contraire à ce que j'ai connu, parce que je suis citadin, je suis de Pointe-à-Pitre, je suis citadin, j'ai grandi à Loricis, par le bien de balades, de découvertes, de choses de ce genre, j'ai pu me nourrir de cette nature et j'ai pu en fait créer quelque chose qui parle de mon expérience personnelle. Alors, je remarque quand même que vous n'êtes pas figuratif, vous êtes plutôt dans l'abstrait. Alors, pas toujours dans l'abstrait. L'exposition renferme de l'abstrait et du figuratif. Oui. Il y a exactement 22 œuvres et les 22 œuvres comportent 12 œuvres figuratives et les 10 autres sont abstraits. Combien d'années vous peignez? Alors, j'ai toujours peint, mais pas de manière professionnelle, pas de manière publique. En fait, j'étais amateur, j'étais dans mon cercle personnel. Et j'ai commencé à ouvrir mes portes, j'ai commencé à un peu me faire connaître un peu, jusqu'à vouloir faire cette exposition. Et donc, effectivement, on voit qu'il y a un attrait réel pour la nature qui nous environne, parce qu'on vient de voir, voilà, des choses un petit peu plus
plus figurative. Et donc, cette première exposition, bon, j'imagine que quand un peintre fait une exposition, il attend des retours, puisque depuis le 4, vous êtes là, comment les gens réagissent? Alors, jusqu'à maintenant, j'ai été étonné, je veux dire ça comme ça, mais j'ai eu de bons retours. J'ai eu de très bons retours. Je ne pensais pas qu'il y aurait eu autant de visites pour une première exposition. Mais il faut dire que la salle a joué le jeu. Ils ont joué le jeu, ils ont mis la main à la pâte, ils ont fait de la pub un peu partout, ils ont fait les choses. Madame Daril m'a dit ça, voilà. Beaucoup boosté. Ouais, elle m'a boosté, exactement. Oui. Parce que je suis venu avec mon petit dossier, avec mes petites photos, voilà. Je suis venu en petit bonhomme, voilà. Oui. Et elle a pris les choses, elle a poussé les choses, et puis ça a pris jusqu'à arriver sur Canal 10, chose que je n'attendais pas. Ah bon? Et voilà. Ça arrive un jour dans la vie, hein, de venir sur Canal 10. Donc, tout en passant, je remercie cette équipe, l'équipe de Cap Excellence avec Madame Daril. Mais jusqu'à maintenant, pour revenir à votre question, j'ai de bons retours. Les choses sont appréciées. Moi, il y a une question quand même que je vais vous poser. Comment vous décidez de passer de l'abstrait au figuratif? À quel moment vous dites, bon, ça l'enra fond coup abstrait, là, comment ça se décide? Ça se décide par une réflexion. Alors, j'ai l'habitude de soit commencer par un mot marqué, quelque chose qui m'a touché, un texte, quelque chose qui me plaît. Et quand l'inspiration arrive, elle est assez souvent abstraite et parfois, effectivement, où je penche plus sur des photos, sur des vues, sur des choses qui me touchent, qui m'affectent émotionnellement, je vais aller sur le figuratif. Alors, je n'ai pas vu l'expo, c'est pourquoi je pose la question. Le tableau qu'on voit souvent, comment il s'intitule? Est-ce que vous donnez des noms à vos tableaux? Oui, celui-ci, c'est FemCon. 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 FemCon, d'accord. Oui, alors, je vais dire pourquoi. J'entends des petits... oui. Alors, non, parce qu'elle fait chaque semaine ici un Focus Art. Voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai bien voulu qu'elle soit là en même temps que vous. Non, il n'y a pas de problème. Alors, celui-ci, il est sous cette inspiration de Sean Kahn. Il est sous cette inspiration de Sean Kahn. Et il est sur cette douceur que le sucre de canne, cette réflexion. Et dans l'esprit libre, j'ai voulu représenter, si on regarde bien, on va voir... Voilà Cannes quand même à droite. Voilà, on va voir à peu près les traits de cette femme. Oui, et on va voir un peu les couleurs. Tu vois la femme là? Est-ce que tu vois la femme? Oui. Oui. Oui, tu vois ses jambes quand même. Oui. Enfin, je crois. Et je vois même, c'est un tété qu'on voit à droite là. Je pense que la toile vous parle bien. Alors, on va avoir une autre toile avant de se quitter. Alors, une deuxième toile, Yann. Celle-là, elle s'appelle Fleur d'Art. Ah oui, ça, c'est évident. Elle est dans l'évidence. Ouais, elle est dans l'évidence. Alors, c'est entre les deux. Entre les deux, un peu des deux. Entre le figuratif et... Voilà. Elle est assez facile à comprendre, à décrypter, voilà le bon terme, parce qu'elle touche, comme vous dites, le figuratif, mais elle part un peu vers l'abstrait. Fleur d'Art, c'est qui se donne comme le don d'une fleur, d'une fleur qui... va passer beaucoup d'émotions. Et bien, Fleur d'Art va dans ce même sens. Quand je fais cette toile, c'est vouloir se donner au public et donner des couleurs vives, des couleurs qui parlent elles-mêmes, en fait. Voilà. On prend un dernier tableau, Yann. Alors là. Alors, celle-ci, c'est Bois sauvage. Alors, je vois qu'il a pris que les figuratifs. Oui. Et pas les figuratifs, les abstraits. Alors, celle-ci, c'est Bois sauvage. Alors, celle-ci, elle part dans une réflexion de tout ce qu'on appelle, nous croyons, qui est bois sauvage, ça qui mangle, ça qui... tous ces bitins-là, ça, c'est les couleurs que, à force de me balader, de passer par-ci, par-là, c'est des inspirations que j'avais. Et quand j'ai fait cette toile, j'avais ça en tête. J'avais ces bois, ces branches bois, ces bois secs, ces bois mouniers, bois humés, bois tout bitin. Et j'avais ça en tête et j'ai fait ça. Ça a donné Bois sauvage. L'exposition, c'est jusqu'à quand? Jusqu'au 29 avril. Sandrine, une question peut-être en tant que focus artiste? Pas vraiment de question, mais en tout cas, je découvre. J'aime bien découvrir en tout cas tous les artistes et tous les talents qu'il y a en Guadeloupe. Il y en a vraiment énormément et
Et je suis ravie de voir ce que je vois. Et c'est un sujet qui est toujours très intéressant de travailler sur la nature, sur la canne, sur le bois. Et puis, le mélange entre le figuratif et l'abstrait, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, moi aussi. Voilà, donc... Bien, merci Freddy. Et puis, continuez, parce que c'est un bon départ. Hein. D'accord. Très bon départ. Merci, en tout cas. Non, mais c'est normal qu'on donne la force aux jeunes artistes et aux artistes d'une manière générale. Martine est prête pour son agenda avant Sandrine ou bien... Non, Sandrine peut y aller. On démarre Sandrine. Mais c'est parti Sandrine. On a fait le générique. Alors Sandrine, bonjour. La chronique de quoi il s'agit aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va parler de Céline Bernabé. Je pense que vous la connaissez. Céline Bernabé, je crois, oui. Je l'ai rencontrée une fois il y a quelque temps. Vous l'avez rencontrée une fois il y a quelque temps. Mais je pense que vous allez la rencontrer prochainement parce que c'est vraiment quelqu'un de très intéressant. Oui. Et j'ai vraiment pris plaisir à faire ce portrait de Céline que je ne connaissais pas. Hein. Et ce qu'on peut dire sur elle, c'est que c'est une artiste qui est pluridisciplinaire. Donc, elle fait vraiment énormément de choses. Elle est peintre, elle est auteure, elle est performeuse, elle s'est lancée aussi dans la sculpture. Elle fait de la photographie, elle fait aussi du théâtre. Tu fais pas de la musique des fois, non? Elle a débuté justement par... oui, il manquait que ça. Elle a fait un petit peu de musique aussi. D'accord. Voilà. Alors qui est cette Céline? C'est quoi Chouchou? Je ne sais pas. Oui, Chouchou, ça vous parle, Chouchou? C'est pas les petites cacahuètes qu'on mange. Ah, d'accord. Non, c'est pas ça. Alors, en fait, il y a quelques années de ça, vers les années 2000, 2015, 2016, elle a fait ce qu'on appelle, ce qu'elle m'a dit, une espèce de renaissance artistique où elle s'est plongée en fait dans toute sa créativité. Et c'est quelqu'un qui est d'une très, très, très grande sensibilité. Donc, pour revenir à Chouchou, en fait, c'est une série d'art. C'est une série d'œuvres de tableaux qu'elle a réalisées, qu'elle a exposées il n'y a pas si longtemps que ça. Et dans cette série, en fait, on verra ça de façon dans le reportage. Oui. Dans cette série, on voit des personnages. En général, c'est toujours deux personnes qu'on voit. On peut très bien imaginer que ce soit un homme ou une femme, ou un enfant avec une mère avec son enfant. Enfin, peu importe. En fait, ce sont ni des hommes ni des femmes. Ce sont des petits personnages, en fait, qui diffusent l'amour aux autres. Et dans ses toiles, dans ses œuvres, elle parle énormément d'amour, de douleur et d'émotion. Voilà. Ça, c'était concernant Chouchou. On va aussi parler d'une autre série qui s'appelle Corps et Esprit, qui est une série un peu plus récente. Donc, dans cette série-là, elle s'est vraiment exprimée. Comme je disais tout à l'heure, c'est une artiste pluridisciplinaire. Donc, dans cette série, on y verra de la sculpture, on y verra de la peinture, enfin des toiles qu'elle a réalisées, mais aussi une performance. Et surtout dans cette série, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle aborde la relation entre le corps et la douleur. Voilà, donc je ne vais pas en dire plus. Je préfère que vous laissiez... En tout cas, je préfère vous laisser découvrir le portrait de Céline en images. Besoin de m'évader. Besoin de lumière, de couleur, de clarté. Mon inspiration, mes émotions, engendrées par ma perception de cette vie, de cette nature en activité. Je l'explore. Bonjour, je m'appelle Céline Bernabé, je suis artiste multidisciplinaire, donc plasticienne professionnelle, poétesse, performeuse, dramaturge, photographe, autoportraitiste et auteur d'un livre. Tu retranscris tes émotions, illustres l'analyse de ta perception de cette société, de ces réalités que souvent tu tentes de dénoncer, de manière métaphorique, ironique, voire cynique. J'ai commencé à créer depuis l'enfance. Je suis quelqu'un d'hypersensible, une artiste hypersensible, et je pense que depuis très tôt, j'ai commencé à percevoir les choses différemment, en fait, les personnes, la nature. Et donc cette sensibilité m'a permis d'avoir une analyse sur l'importance de l'autre, sur les interactions entre les individus. Et mon travail artistique, finalement, aujourd'hui, est très marqué par cette peut-être
D'altruisme, je sais pas. J'ai commencé par ma série Chouchou parce qu'en 2015 j'avais créé déjà ces personnages, ces petits personnages câlins qui diffusent de l'amour, de la tendresse, parce qu'il faut savoir que j'ai décidé d'orienter mon travail de recherche sur les émotions. Donc l'amour, la douleur, parce que ce sont des ressentis universels qui touchent tout le monde, mais des fois qui restent un peu tabous. Parce que finalement, c'est montrer une certaine vulnérabilité d'exposer comme ça ses sentiments. Donc voilà, par le biais de cette série Chouchou, j'ai voulu diffuser un peu plus d'amour dans cette société. Et donc j'ai exposé pour la première fois au Fort Fleur d'Épée. L'exposition s'intitulait Instinct primaire. À partir d'encre, par exemple, cette œuvre, je suis partie d'une feuille à dessin que j'ai trempée dans l'encre. J'utilise donc du pastel aussi, de la photographie. Donc j'essaye d'expérimenter, j'essaye de voir au niveau des émotions, mais aussi au niveau du langage corporel. C'est-à-dire, finalement, mes chouchous, ils n'ont pas besoin de visage. Leurs gestes traduisent leurs émotions. Je le savais, alors pourquoi? Elle était là la même année, j'ai commencé les autoportraits photographiques avec cette série « Je ne suis pas elle, je suis l'autre » qui aborde l'estime et l'image de soi en lien avec le regard de l'autre, de la société. J'essaye de mettre en avant l'importance de la perception de l'autre dans la construction du moi. Montrer que la manière dont on peut juger quelqu'un par rapport à ce qu'on peut comprendre d'elle peut avoir des conséquences importantes sur l'avenir de cette personne, sur l'estime qu'elle a pour elle et donc sur son épanouissement aussi. Je ne suis pas celle que tu penses que je suis. Alors arrête de te projeter, mais continue quand même un peu de me regarder. Je ne suis pas non plus celle que je veux te montrer car je ne me connais pas tout à fait. Enfin, quand je dis je, c'est tout le monde en fait. Est-ce qu'on se connaît vraiment? Non. Alors voilà, ce sont des questionnements. Je suis tout le temps en questionnement, que ce soit sur les autoportraits, sur les autres séries. J'essaye de me questionner, de questionner l'autre. Donc la série Corps et Esprit, c'est la troisième série qui se démarque dans mon travail. C'est une série interdisciplinaire où j'aborde la relation du corps et de la douleur, cette capacité d'acceptation ou non du corps face à ce ressenti désagréable, voire handicapant, qu'est la douleur. Dans notre société, on a du mal à parler de ce qui nous rend un peu plus faibles en fait. Donc on ne veut pas montrer en fait cette vulnérabilité. Et moi je pense que c'est important justement d'en parler pour que les personnes qui souffrent ne se sentent pas à l'écart, ne se sentent pas isolées. Et comment je peux juger quelqu'un qui souffre alors que je ne peux pas vivre ce qu'il ressent. Je ne peux pas ressentir les mêmes choses. Donc c'est encore dans un esprit, je pense, de bienveillance. Essayer de faire en sorte que l'autre, finalement, soit plus dans l'attention, dans quelque chose de plus rassurant pour la personne qui souffre, pour que cette dernière se sente moins seule. Et donc j'ai présenté ce diptyque où on voit deux personnages finalement dont la douleur est interdépendante. Ce diptyque s'intitule « I don't want your help ». Je ne veux pas de votre aide, je ne veux pas de ton aide, parce que je ne sais pas quand je vais accepter cette aide, qu'est-ce qui va me retomber finalement dessus. Et quand on regarde ce diptyque, si le personnage du dessous tire la corde, le personnage du dessus va tomber sur lui en fait. Et la douleur du premier personnage en hauteur
va peut-être être plus importante puisque finalement il va tomber sur quelque chose de solide. Donc les deux finalement sont dans une situation très délicate et même si un des deux veut aider l'autre, ça aura des conséquences de toute manière sur les deux. Sur cette œuvre, on voit qu'il y a un mot qui se répète plusieurs fois sur toute l'œuvre. C'est difficile. Difficile, parce que quand la douleur est présente et oppressante, on ne pense qu'à ça finalement. Oui, je souffre, je me cache, je ne t'ai pas accepté. À bout de souffle, dans l'impasse, tu ne m'as pas terrassé. Je m'essouffle, mon cœur lâche, tu ne m'as pas enterré. Sors de mon corps, douleur, mon esprit est plus fort. Finalement, quand je les expose, elles sont liées par un fil. Et donc, des fois, ce lien peut être inexistant, des fois, il peut être détendu, des fois, il peut être emmêlé. Des fois, on peut même se raccrocher à ce lien pour pouvoir continuer à avancer. Oui, on peut être pris dans ce lien-là. Le personnage est attaché à cette douleur comme si finalement c'était sa raison d'exister, mais ce lien lui rappelle que non, il faut que tu sortes de là. Et voilà, c'est un peu le message que je voulais diffuser. Quand la personne peut être écrasée par cette douleur et le lien en fin de compte, c'est comme si l'autre ne se sentait pas concerné. Le lien passe bien en haut, bien au-dessus de l'individu et de sa douleur, le laissant dans une situation finalement d'isolement. Alors dans le cadre toujours de cette série interdisciplinaire Corps et Esprit, où je parle de douleurs physiques mais aussi de douleurs psychologiques, j'ai voulu travailler sur la notion de douleur psychologique à travers une pièce de théâtre, un monologue où je parle de bipolarité, du regard de l'autre. Donc c'est un peu ce travail où j'ai intégré des textes poétiques. Cette œuvre donc littéraire est illustrée par ma série Chouchou. Voilà, pour mettre beaucoup d'amour dans cette pièce de théâtre qui est dure, mais aussi qui montre aussi la nécessité de montrer à l'autre son amour vis-à-vis de personnes qui sont différentes. Alors, prochainement, alors je montre rapidement le dernier ouvrage, en tout cas son premier ouvrage. La pièce de théâtre. Voilà, la pièce de théâtre, Coucou. Et comme elle a dit, on l'a vu dans le reportage, elle y présente aussi ses petites œuvres Chouchou, voilà, qui sont là-dedans. Donc, qu'est-ce que je peux dire concernant ce livre-là? En tout cas, il y a 2 dates à retenir. Le 21 avril, donc elle va présenter son ouvrage. Demain, c'est demain. C'est demain? Oui, on est le 20. Ah ben oui, c'est demain. Voilà, donc elle va présenter justement son ouvrage accompagné d'une performance. Et le 23 avril, donc ça ne sera pas ici, mais ça sera en Martinique, puisque... C'est une Martiniquaise. Voilà, Céline est d'origine de la Martinique. Et elle fera sa dédicace en fait en Martinique. Et prochainement, en tout cas en fin d'année, novembre 2022, elle fera une exposition solo dans la région parisienne. Merci Sandrine, on passe tout de suite à Martine Générique, c'est parti pour la culture solo Martine avec son agenda. On a 10 minutes maximum, Martine. Le soleil lève le matin à plein dans le ciel là. Que tout petit oiseau qui parce qu'ils ont content. Moi quand j'étais comme ma
Bonjour. Bonjour Danick, bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs et à mon fan club. Bonjour ma chère voisine. Merci beaucoup pour ce petit moment de partage. Tu dis pas bonjour monsieur Yuri? Mais je lui ai déjà dit bonjour, mais tu me laisses pas non plus. De quoi prendre assez de temps, moi Danick? Laisse-en parler. Non, ça va bien? Non, ne me parle pas de ma tête non plus. Ah, d'accord. Ça va bien? Bon, oh là là, faut pas se laisser faire avec lui. Hein, c'est... Bon, enfin bon, c'est ni avec ni sans. Oui. Alors donc je continue. Toi avec, hein? Je continue. Donc agenda de la semaine, bien sûr, en priorité. Oui. Et puis s'il y a un petit peu de temps, je parlerai d'un appel à projet également, ou plus précisément d'une... Je rappelle que l'agenda de Martine Siro est visible désormais le vendredi. Super, merci beaucoup. Quelle bonne nouvelle. Alléluia. Mais oui. Alléluia. Pas rien qui mauvaise nouvelle. Alléluia. Alléluia. Moi, pas à chanter, pas à danser, mais en bien présente. Alors, on commence l'agenda par une répétition, puisqu'il y a des choses qui se déroulent. Il y a, ça y est, beaucoup de choses qui se passent dans le pays, sur le territoire. Et donc, je ne peux pas avoir... tout le bloc-notes, mais c'est promis, je fais de mieux en mieux et de moins pire en moins pire. On te félicite. Merci, Dani. Voilà. Oh, alléluia. Où est ça? Bien. Espace et regard, puisque nous parlons d'art, eh bien, on va y rester pour ce premier clin d'œil. Espace et regard, c'est l'exposition qui se tient à l'Art sans Mêle. J'en ai parlé la semaine dernière. C'est avec Vi et Abdafai. J'en dirai pas beaucoup, mais je veux rappeler que c'est du 13 au 30 avril, et que Vi, c'est Viviane, qui est la propriétaire, ou en tout cas la gérante de l'Art sans Mêle. Et Abdafai est un artiste multidisciplinaire aussi, d'origine martiniquaise, mais qui sévit en Guadeloupe très régulièrement. Une exposition à voir ici, donc à l'Art sans Mêle, c'est au Gosier, et je vous propose vraiment de vous y rendre parce que vous aurez de belles choses à découvrir. On continue cet agenda, cette fois-ci, nous sautons d'un pas à l'autre, et c'est du hip-hop. Et au-delà de ça, c'est Jean-Paul Custos qu'on dit Papillon. C'est un danseur émérite, chorégraphe. Il est en solo. C'est un solo chorégraphique qu'il nous propose qui s'appelle Subconscient 2, l'électrochoc. Vous pourrez le voir ce mercredi 20 avril. Aujourd'hui, c'est à Basse-Terre. En tout cas, vous le trouverez facilement au niveau de l'auditorium si jamais vous passez par là, sur une salle qui s'appelle... Attendez, si elle veut bien venir, cette salle... Voilà. Allez, bon, ça ne veut pas venir. Mais en tout cas, c'est à Basse-Terre. Voilà. Et en tapant sur Internet, vous allez trouver très rapidement son programme, puisque mon image ne veut pas s'afficher comme il faut. Allez, je poursuis. Après la danse, on passe par tous les arts, hein, figurez-vous. Après la danse, c'est la musique. Et c'est ce fameux Stéphane Castries and Friends, avec ses amis, bien sûr, Sonny Troupé, Audrey Clodon. Et ça, c'est ce jeudi, c'est-à-dire demain, 21 avril. C'est dans un petit restaurant qui s'appelle Plaisir. Et vous pourrez dîner et en même temps entendre ce groupe, ce trio magnifique. Je n'ai cessé de dire à quel point ces musiciens que nous avons en Guadeloupe sont excellents. Et donc, la famille Castries, on la connaît, n'est-ce pas? D'ailleurs, nous en avons un au Moule qui a créé une école de musique qui s'appelle le CEFRIM et qui est un excellent saxophoniste, entre autres, et qui a écrit toute une série d'ouvrages sur le gros-ka et sur l'apprentissage du gros-ka avec une méthode incroyable pour apprendre le gros-ka dans son école de musique et ailleurs. Donc, un petit coucou à Fred Castries au passage. Après avoir écouté de la musique, eh bien, nous avons cogné domino à six tables. Vous savez jouer au domino? Oui, mon père était un excellent et tricheur comme pas permis. Donc, pour le monde ne peut pas gagner, c'est pas possible. Ça va ensemble. Il a dit, quand moi je joue avec lui, il a dit, femme ou quoi qu'on les boute, mais pas comme ça qu'à boute. Domino, pas qu'à frapper en pangale. Et il gagnait tout le temps. Et si jamais tu avais eu le malheur de gagner, de toute façon, derrière, il te mettait ce qu'on appelle une rincée. Donc, Sosla nous propose le 22 avril donc une soirée domino avec des prix à gagner, un tournoi de domino comme il se doit. Et c'est avec une expo-vente, avec bien sûr dégustation
Il y aura de la soupe, il y aura du masala, il y aura du massalé, il y aura du lambi, il y aura du dankit, il y aura des tas de choses à découvrir lors de cette soirée qui va se faire en famille, bien sûr, si on veut. On nous attend donc ce 22 avril, c'est à Bas-du-Fort et c'est à partir de 18h30 sur réservation. Attention, un numéro de téléphone qui est le 06 90 18 29 99. Je répète, 06 90 18 29 99 pour passer une soirée le 22 avril à Bas-du-Fort autour d'un tournoi de dominos et il y a de nombreux prix à gagner, bien évidemment. Et maintenant, place à une belle dame. Non, je sais, merci, ce n'est pas moi, donc je ne veux pas parler. Ce n'est pas de moi, parce que c'est déjà connu. Je veux parler d'une plus grande encore. Son prénom, c'est Jocelyne. On parle beaucoup d'elle en ce moment. Elle fait partie d'un groupe, là aussi, hyper connu, le groupe Kassav. Et Jocelyne nous a fait une autobiographie, Loin de la mer. Vous avez bien compris le jeu de mots hein, autour de ça. Pas de la mer patrie, ni de la mer océan, mais de la mer, l'amertume. Enfin, je suis obligée de... des gens qui comprendront peut-être pas. Loin de la mer, une histoire de vie et du zouk avec Kassav. C'est Jocelyne Béroir. Elle va être un peu partout ces jours qui viennent pour présenter son ouvrage. Nous commençons par ce samedi 23 avril à 19h où elle sera à la Warak pour présenter son livre et son histoire. Mais le 20 avril, c'est-à-dire aujourd'hui, elle est à Petit-Bourg aussi, à la FNAC. Elle sera également le 21, si je ne me trompe, parce que je ne l'ai pas noté. Elle est aussi à la librairie Point Lire, au Moule. Donc, suivez son actualité. C'est extrêmement bien, comment dirais-je, diffusé. Je crois qu'on le retrouvera également dans France Antilles, tout le programme. J'ai retenu ces trois dates et ces trois lieux, le Moule, Petit-Bourg et le Gosier à la Warak, où elle viendra en dédicace et en présentation de son ouvrage. En tout cas, une belle dame qui a beaucoup de choses à dire et que j'aurai plaisir à croiser au Moule puisque j'irai à cette dédicace. Jocelyne Béroir. Nous continuons avec Gustave Parking, dont je parle de temps en temps, puisque cet homme-là a toujours des ailes dans son dos. Là, ce sont des raquettes plus particulièrement. Mais le 23 avril, il va être dans une pièce de théâtre. Gustave Parking, c'est lui qui dit de mieux en mieux pareil. Et c'est cet artiste de théâtre, humoriste, qui avait lancé la toute première formule de « on paye en sortant si on est content ». Et il se contentait même d'une pièce de 1 euro, c'était symbolique, mais ça a bien fonctionné. Il est installé en Guadeloupe, il est à Trois-Rivières, et il nous propose très régulièrement des soirées théâtrales, mais surtout des soirées également d'improvisation, pour lesquelles il donne également des cours. On poursuit avec une autre pièce qui va se jouer cette fois-ci, le glossaire à la médiathèque du Lamentin, c'est au mois d'avril, les 29 et 30 avril, c'est une pièce de théâtre que vous pourrez retrouver sur le programme de la salle de la médiathèque du Lamentin, et c'est à 20h, 2 dates, 29 et 30 avril, pour ceux qui aiment le théâtre et qui aiment rire et la dérision. Eh bien, c'est votre sortie du 29 avril prochain au Lamentin, et c'est à la médiathèque. Là, nous sommes dans un tout autre registre avec un séminaire, des séminaires. J'espère que ça va passer, ce séminaire. Le voilà, mais ce n'était pas celui-ci dont je voulais parler, mais ce n'est pas grave, on va y aller. Il s'agit là bien d'un grand meeting. Il s'agit de Kémy Séba. C'est le 29 avril, un meeting qui va se tenir, qui parlera, lui, de conscientisation, bien sûr, mais surtout, il va nous parler. Je recherche ma fiche qui a disparu. C'est bien embêtant, mais tant pis. Kémy Séba va nous faire donc un meeting. Le lieu m'échappe puisque je ne trouve pas le voilà. C'est un peu lointain encore. C'est 14. C'est le 29. Voilà, le 29 avril, mais ça va arriver vite. Et je sais que je ne pourrai y être et je le regrette vraiment beaucoup puisque c'est une conférence meeting qui avait été reportée plusieurs fois pour des raisons de Covid et autres. Mais c'est comment organiser la résistance contre la vie chère et l'injustice coloniale. C'est un sujet qui te parle, Danick? Oui, bien sûr. Il sera notre invité vendredi. Tu es invité? Il sera notre invité ici. Il sera l'invité. C'est quand que je vienne en invité? Je crois que c'est mardi, si je m'abuse. En tout cas, avant le 29.
Avant le 29. Voilà, donc ça va être, je pense, un moment assez particulier et incroyable. Et Jocelyne attendu. Béroir sera ici vendredi. Elle sera chez toi vendredi. Tu vois, hein, tout est lié. Voilà, donc ce grand moment de grand meeting avec Kémy Séba en Guadeloupe, bien c'est le 29. Je ne sais pas si vous trouverez de la place si vous ne vous inscrivez pas très très vite parce que c'était un moment qui était attendu. C'est un tribun, cet homme-là. J'ai entendu plusieurs de ses conférences sur YouTube. C'est incroyable la connaissance qu'il a. On peut être d'accord, pas d'accord avec sa vision, mais en tout cas, c'est un homme public, un homme qui défend ses convictions avec force, avec foi, avec beaucoup de, je veux dire, avec une parole extrêmement posée et intelligente et également, comment je pourrais dire ça, documenté. Voilà. Donc, c'est vraiment un événement à ne pas rater en Guadeloupe. On va continuer après par une histoire nègre. C'est encore un petit peu loin également. Nous allons parler ce samedi 30 avril à la salle Génie Alpha, où nous avons une grande fresque historique qui va être représentée. C'est une pièce de théâtre qui se prépare en ce moment au travers d'une résidence. Ça mêle théâtre, musique, conte et c'est tiré d'une pièce, enfin d'une écriture d'Édouard Glissant. Et c'est la première fois, je pense que ça va être présenté en Guadeloupe. Donc, ils sont actuellement en résidence, ils préparent cette pièce. Et si je dois dire juste un mot de cet ouvrage d'Édouard Glissant, je dirais un petit mot tiré de cet ouvrage, qui est « Est-ce que la cour dort ?» demande Édouard Glissant avec insistance. Si la cour ne dort pas, réveillez-vous dans le sommeil dont vous ne dormez pas et trouvez en vous la force de vous lever pour raconter votre propre histoire. Bande de ronfleurs. Ça vous donne déjà envie d'aller voir. Et j'aimerais effectivement que nous nous intéressions à cette pièce qui se joue donc qui est une pièce de théâtre qui se joue à la salle Génie Alpha, samedi 30 avril à 19h à l'Archipel. C'est Histoire de nègre, donc HDN, Histoire de nègre d'Édouard Glissant. Et des gens comme... je ne pourrais pas dire leur nom à tous, mais en tout cas, le texte est d'Édouard Glissant. Elle est jouée par la troupe de théâtre de l'Institut martiniquais d'études. C'est une adaptation qui a été faite par le groupe de théâtre de l'Institut Martinique. Et la mise en scène, c'est Gilbert Lomore, pour ceux qui le connaissent. Un homme puissant aussi, théâtralement parlant, mais il est grand aussi, il est fort. Il a toujours un air un petit peu, ailleurs, mais c'est un grand personnage de théâtre aussi, Gilbert Lomore. Eh bien, je continuerai et terminerai, si j'ai encore une minute, par juste annoncer un défilé, un show mode, conscience en identité, qui va se faire avec Kémé, c'est une créatrice, et les créateurs que tout le monde connaît, les créateurs des Antilles. Et ça vient en soutien, en fait, des personnels soignants suspendus. Donc, c'est pour aller présenter cela devant le BIC à résistance, eh bien, s'il y aura du slam, il y aura du chant, il y aura un certain nombre de petites piécettes comme ça qui permettront de passer du temps et surtout une belle collection des créateurs de Guadeloupe en soutien à nos personnels. Et donc, c'est le 30 avril. Vous avez remarqué que j'ai des lunettes, mais que je ne vois rien avec mes lunettes. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut... Il faut aller chez Opticaline. C'est le samedi 30 avril à partir de 16h devant le BIC à résistance. Non, mais il faut changer ces lunettes-là, ça, parce que ça ne va pas, ça. Ça ne va pas. Je vais terminer avec deux petites choses. Un petit clin d'œil à Caribule qui revient bientôt. Hein, c'est la 11e édition d'Annick, c'est ça? Déjà, oui. Déjà, comme le temps passe. Caribule, et là, donc, c'est la musique en BD. Et donc, je pense qu'il y a des inscriptions à faire pour pouvoir participer à cet opus. Et c'est jusqu'au 30 juin pour vous inscrire. Et l'affiche, c'est de Sandrine. Comment? L'affiche de Caribule, c'est de Sandrine. L'affiche est de Sandrine? Oui. Mais de quelle Sandrine s'agit-il? Voilà. Celle qui est à côté de moi? Ouais. Incroyable! Mais Sandrine, tu es aussi une femme aux doigts en or, mais tu as tous les talents. En plus d'avoir un joli sourire, effectivement, elle a tous les talents. Mais, bravo Sandrine. Je ne savais pas, ils se sont bien gardés de me le dire. Mais une belle affiche.
une belle affiche et une belle affiche à côté de moi aussi. Voilà. Il te reste 15 secondes. Allez, j'ai 15 secondes juste pour vous parler de la Nuit européenne des musées. C'est samedi 14 mai. J'aurai le temps d'y revenir. Mais qu'est-ce que cette Nuit européenne des musées? Eh bien, c'est tous les musées de France et de Guadeloupe et bien sûr le musée de Gare-Claire en Guadeloupe, entre autres. Oui, j'ai le temps d'en reparler, mais je l'annonce déjà parce que si on veut s'y inscrire, il faut le savoir en amont pour proposer quelque chose et être dans le programme de cette Nuit européenne des musées où c'est toute la nuit où on pourra se balader dans les musées. Mais je reviendrai et vous donnerai davantage d'informations par rapport à ça. Puisque je n'ai plus de temps, mais tant pis, un petit diaporama vite fait qu'on laisse dérouler. C'est toutes les photos que j'ai faites lorsque je suis allée pour vous à cette ouverture du Green Hotel, qui est ce nouveau lieu très, très, très branché de Pointe-à-Pitre, qui est en fait un lieu, une nouvelle auberge de jeunesse. J'y ai passé du temps lors de l'ouverture ce 15 avril dernier. C'est phénoménal, c'est un très beau lieu. Les gens s'y plaisent déjà, c'était full de personnes et toutes les pièces ont été décorées par des artistes, street artistes. C'est sublime. Voilà, donc allez visiter, voilà, ça c'est la devanture à Pointe-à-Pitre et c'est très facile à trouver. Et c'est la rue L'Ardenois. Voilà, c'est terminé. Merci pour Martine. Je rappelle très rapidement qu'on a reçu en début de ZCL Rosan Deméa et Jocelyn Jalton. Pourquoi? Pour Nouvelle vision de la souveraineté alimentaire de la Guadeloupe. C'est un livre qui vient de sortir. Ils ont expliqué que jardin nous pas si bateau. Et que si le Guadeloupéen décide de cultiver ce qu'il faut, eh bien, nous pouvons manger sans importer rien. Alors, à lire tout de suite. Ensuite, on a reçu Freddy Uriquet là avec nous pour son expo qui se prolonge jusqu'au 29, c'est bien ça, Freddy, chez Thomson. Fabrice Gott, il veut nous parler du conseil scientifique pluridisciplinaire. On m'a demandé son téléphone tout à l'heure, je vais le donner. Et Sandrine Alexis, sa chronique avec Céline Bernabé, la petite Martiniquaise qui a présenté son travail. Martine Fazer, sa chronique culturelle et son agenda qu'on retrouvera vendredi. Et sur l'actualité, on a fait un petit focus sur les élections. Les gens, ceux qui pensent des élections de dimanche, samedi et dimanche. Atelier mémoire avec les seigneurs de Petit-Bourg. On n'a même pas eu le temps de voir tout ça. En tout cas, merci d'être avec nous. La réalisation était de Yann. Et donc, ciseaux avec nous. Demain, nous qui l'avons encore, demain jeudi. Et l'après-midi, vous avez rendez-vous avec Naïla pour son ZCL Events by Naïla. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci et à demain.